culture d'ici et d'ailleurs, retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble en direct sur Radio Grand Lac pendant 1 heure et le thème de l'émission aujourd'hui, de la forêt à l'art contemporain. Alors la forêt, lieu refuge ou lieu impressionnant, lieu de réconfort ou de ressourcement, mais aussi la forêt qu'on convoitise, qu'on défriche, parfois au péril même de la planète, de son écosystème. La forêt, bien sûr aussi souvent qu'on respecte, qu'on honore, parce qu'elle est vivante au même titre que nous le sommes. Alors avec moi pour parler de ce thème, trois artistes qui ont tous les trois, en tout cas, un très grand talent que j'ai découvert. Merci, je fais un petit clin d'œil à Sonia Jepsen de By the Lake, qui m'a amené en fait aussi à vous découvrir Niels Orm et Pascal Houdet. Merci d'être là. Vous êtes artisan d'art, artiste d'art contemporain. Comment vous qualifierez votre statut en quelque Je dirais sorte. que je suis plus artiste que artisan d'art. D'accord. Et Pascal, comment vous qualifierez votre... Moi, j'aime bien le mot d'artisan d'art parce que ça correspond à une définition dans laquelle il y a à la fois une maîtrise technique et un apport artistique. Après, je trouve plus que le mot artiste, c'est quelqu'un qui va me qualifier comme ça. Mais artisan d'art, ça me va bien. Et le troisième invité, Adrien Bernard-Raymond, bonjour. Vous êtes artiste, luthier, on peut le dire comme ça, là. Alors moi, j'aurais aussi tendance à me considérer comme artisan d'art. La part entre l'artisanat et l'art fluctuant avec le temps et avec mon humeur. Mais oui, artisan d'art, ça me va bien aussi. Bon, en tout cas, merci d'être là pour parler de cette thématique de la forêt à l'art contemporain. J'ai été quand même subjuguée par vos œuvres, par ce que vous avez fait, par la diversité des bois. Enfin, il y a effectivement beaucoup de choses. On peut trouver beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de réalisations avec le bois. On perçoit en tout cas chez vous une sensibilité qui nous laisse imaginer que vous avez un lien fort avec la nature, bien sûr, avec la forêt, mais aussi avec les arbres. Et pour commencer en fait cette émission, j'avais envie de vous poser cette question. Quel est, lors de vos balades en forêt, puisque j'imagine que vous allez quand même vous promener en forêt, quel rapport vous avez avec les arbres ? Quel rapport vous avez avec la forêt et qu'est-ce qu'elle vous raconte ? D'abord, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que les arbres, quand on les regarde vraiment, ils sont tous différents. Ils ont tous des architectures, des formes différentes en fonction de l'endroit où ils ont poussé, évidemment, en fonction de l'endroit dans la forêt. Est-ce qu'ils sont au milieu de la forêt ? Est-ce qu'ils sont en bordure ? Est-ce qu'ils vont chercher de la lumière ? Est-ce qu'ils vont chercher de la hauteur ? Parce qu'il y a de la concurrence. Et en fait, quand on parle d'un chêne, d'un hêtre, d'un platane, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des formes qui sont complètement différentes. Quand on prend le temps de les regarder, c'est vraiment des entités complètement individuelles et complètement différentes. Mmh. En fait, moi, je me promène souvent en forêt, soit avec les enfants, soit tout seul. Enfin, même souvent, c'est seul. Et quand je chemine, même hors sentier, en fait, je regarde tous les arbres. Il n'y a pas d'arbre que je vais oublier. En fait, je vais tous les observer et puis je vais regarder l'arbre en tant que tel comme être vivant. Souvent, je les entrelace. Enfin, je vais les toucher. Il y a une part de sensibilité qui va sortir de moi. Et en fait, on redevient un petit enfant quand on est au pied de l'arbre. Je peux rester et puis attendre et patienter, écouter la forêt. Et c'est une forme de poésie en fait. Une forme de poésie, une forme de méditation aussi. Ça me fait penser à la sylvothérapie. Oui, même si je l'exerce pas, en fait, depuis que je suis depuis la plus tendre, j'ai pour habitude de me retrouver, perché sur une branche et puis de me caler et puis d'écouter, de voir et puis voilà, ça c'est. Et vous, Adrien ? Oui, alors les balades en forêt ont ça d'assez extraordinaire, c'est qu'on se sent jamais seul en fait, même quand on va se balader tout seul. On a toujours l'impression d'être entouré
d'individus. En fait, les arbres sont des individus à part entière. Ils ont chacun leur caractère et on se sent cocooné en fait dans une forêt. On est à l'aise, on est tranquille, on se sent en sécurité et comme c'est la matière première aussi de mon travail, évidemment, je peux pas m'empêcher de regarder les arbres et de me dire celui-là il ferait un beau manche de guitare ou un beau corps. Donc voilà, c'est un peu une balade au milieu d'individus qui vont à la fois me rassurer, me calmer et aussi m'inspirer. Alors on va lancer l'émission avec l'espoir de Bernard Lavilliers et Jeanne Chéral et on se retrouve tout de suite après. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Garde le silence si tu crains que le vent n'emporte tes paroles au mauvais endroit. Arrête-toi un moment, écoute les bruits de la forêt, regarde la hauteur des arbres, respire l'odeur du bois, touche la fraîcheur du sol et repars, enivré de vie. Donc merci de nous suivre. C'était un poème d'un poète amérindien Jean Siouy, né en 1948, qui bien sûr fait référence à la forêt amazonienne qu'on connaît en danger. J'avais envie de quand même d'évoquer finalement cette importance de la forêt aussi qu'on se doit de préserver. Et je voulais avoir un petit peu aussi votre avis. Vous écoutez aussi un petit peu sur la question, puisque vous travaillez le bois. Je sais que vous le faites avec un certain respect, comme vous avez pu aussi me le dire. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire je m'adresse aussi encore à tous les trois finalement sur cette importance de la nature peut-être dans vos vies et dans nos vies à tous aussi. Alors, j'ai un énorme avantage, c'est que je travaille que des essences locales, je travaille même que du chêne, qui est l'essence la plus répandue en France, donc qui est assez facile à trouver, que je vais pas chercher très loin, et sur chaque arbre que je travaille, enfin sur chaque pièce que je travaille, je sais dire exactement la provenance, la date d'abattage, enfin, j'ai tous les détails sur l'origine du bois, donc j'ai une vraie traçabilité, et je sais qu'ils n'ont pas été coupés n'importe comment, donc c'est très important, et souvent les gens me disent et vous pourriez faire ça avec des bois exotiques? Alors ma réponse c'est non et non, d'abord parce que la structure ne s'y prête pas, et parce que surtout j'ai aucune envie de travailler des bois exotiques. Je trouve qu'il y a localement, enfin, il n'y a pas besoin d'aller chercher des bois exotiques, sauf pour certaines réalisations très particulières. On a besoin de coloris ou de veinage, par exemple en marqueterie, mais pour ce que je fais, voilà, je m'approvisionne auprès de gens qui travaillent proprement dans des forêts qui sont gérées soit par l'ONF, soit par des privés, mais où je suis sûr qu'on ne coupe pas n'importe quoi, n'importe comment. Alors peut-être Pascal Houdet, du coup je vais vous présenter finalement. Maintenant vous êtes tourneur d'art, sculpteur sur bois, donc ingénieur de formation reconverti. Vous avez fait l'école centrale. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait passer en fait d'une carrière qui se destinait à ingénieur, je sais pas, après la spécialité que vous aviez l'intention. Ma spécialité, c'était l'électronique. J'ai même exercé pendant quelques années. D'abord, j'ai conçu des cartes mères d'ordinateur et après des défibrillateurs cardiaques implantables. Donc, oui, d'accord. Donc rien à voir. Rien à voir avec le bois du tout. D'accord. Après, je pense que cette formation m'a donné une curiosité que j'ai appliquée à la curiosité de la matière, de comprendre vraiment la matière, comprendre. Quand j'ai commencé à tourner, je prenais n'importe quel bout de bois et je faisais n'importe quelle forme et ça donnait souvent n'importe quoi. Et plus ça va, plus je me suis intéressé à la matière, au bois et donc à l'arbre et donc à la forêt plus largement, et y compris d'un point de vue scientifique pour mieux comprendre le comportement de la matière, comment elle va se déformer, comment le bois va sécher, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec, pourquoi dans les écoles entre guillemets on enseigne de pas faire certaines choses. Quelles sont les raisons? Donc il y a cette curiosité scientifique, et puis simplement la plongée dans le bois, c'était au début c'était un loisir, c'était la découverte de la menuiserie dans un atelier collectif auquel j'avais accès par le comité d'entreprise de Hewlett-Packard où je travaillais à mes débuts,
Et puis de la menuiserie, je suis passé au tournage, et puis ça a pris de plus en plus de place jusqu'à devenir mon métier à temps plein, plus que plein. Alors, vous êtes originaire de Franche-Comté ? Oui, c'est ça, je suis né à Vesoul. Et donc aujourd'hui, vous continuez à aller chercher vos bois, à vous fournir dans les forêts de Vesoul ? Alors, je me fournis effectivement dans les forêts de Bourgogne et Franche-Comté. Il y a deux raisons. Il y a une raison, on va dire, d'attachement local. Je suis resté très attaché à cette région. Et puis, en général, quand j'y vais, j'en profite pour refaire le plein de comté, de vin du Jura et de choses comme ça. Et puis, il y a aussi une vraie notion de terroir. C'est-à-dire que c'est comme la vigne. Le chardonnay planté en Bourgogne ou dans le Jura donnera pas les mêmes vins. Mais le chêne, c'est pareil. Et je travaille que du chêne. Et il y a des endroits qui conviennent par rapport à ce que je fais et d'autres endroits qui conviennent pas. Et je sais que dans ces forêts de Bourgogne et de Franche-Comté, et encore pas n'importe où, je peux trouver exactement les arbres qu'il me faut. Et les forestiers avec lesquels je travaille dans ces coins-là connaissent aussi mes besoins. Depuis combien de temps vous êtes tourneur, Pascal ? J'ai commencé à tourner en 2001 et je suis professionnel depuis 2005. Donc aujourd'hui, vous êtes aussi membre d'Ateliers d'Art de France. Effectivement, je suis adhérent d'Ateliers d'Art de France. Et de l'Association française pour le tournage d'art sur bois. Vous exposez un peu partout aujourd'hui dans le monde finalement, en France, aux États-Unis, en Europe, en Italie, partout, effectivement. Voilà, vous remportez un franc succès. Vous avez été récompensé de nombreux prix, distinctions, et pour le plus récent, en fait, vous êtes le lauréat 2023 du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, talent d'exception 2023. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce concours ? Alors en fait, c'est un prix qui récompense alors le talent d'exception, c'est un savoir-faire d'exception dans le domaine des métiers d'art. Donc c'est tout métier d'art confondu. Uniquement pour des gens qui travaillent en France. Donc ça peut être de la céramique, du verre, du textile. Il y a énormément tous les métiers d'art référencés. Il y a 281 métiers d'art officiellement référencés. Et donc c'est un prix. Quand les gens connaissent pas, je dis souvent c'est un peu comme le prix Goncourt dans le domaine des métiers d'art. C'est vraiment une reconnaissance du secteur avec un jury qui est pas forcément issu du métier d'art. La présidente du jury, c'était Madame Laurence Descartes, donc la présidente du Louvre. Et il y a des designers, des couturiers, il y avait le chef Guy Savoie qui était dans le jury. Donc c'est des gens qui ont un regard à la fois technique sur le savoir-faire, mais aussi sur le côté artistique de la création, sur l'originalité. Et sur la démarche, évidemment. Alors vous avez gagné ce concours avec quoi, finalement ? Avec une pièce qui s'appelle Laisser entrer le soleil. Alors ma spécialité, c'est ce que j'appelle, ou ce que les gens appellent et que j'ai fini par m'approprier, c'est la dentelle de bois. C'est-à-dire du bois qui est travaillé très très finement et ensuite qui est usé jusqu'à donner une transparence qui fait penser effectivement à de la dentelle. Donc c'était une pièce assez grosse qui m'a demandé pas mal d'efforts, mais comme tous, je pense que tous, quels que soient les objets sur lesquels on travaille, on y met tout notre cœur et puis on y met beaucoup de temps. Et puis voilà, j'avais tenté ce concours un certain nombre de fois et cette année, c'est passé. En tout cas, alors ça paraît très fragile d'une certaine manière. Alors je dis souvent aux gens que c'est beaucoup moins fragile que ça en a l'air, et quand j'ai l'occasion de montrer mon travail sur des salons, ou de rencontrer des gens, souvent je leur demande tendez-moi votre main, je leur mets une pièce dans la main, et la première réaction dans 99% des cas, c'est ah ouais. Et le ah ouais, c'est lourd. Alors c'est très léger et en même temps c'est rigide et ça va pas se désintégrer juste parce qu'on souffle à côté. Donc ça reste du chêne massif, plus tout à fait massif, mais ça reste du chêne avec ses structures de bois, avec le toucher du bois, avec à la fois la rigidité et puis un petit peu de souplesse. Et donc c'est beaucoup moins fragile que ça en a l'air. Je dis toujours que c'est délicat, mais comme du verre ou de la porcelaine en fait. Alors moi quand j'ai vu votre travail, ça m'a vraiment évoqué le dépouillement. J'ai vraiment pensé à comme si en fait on enlevait des couches après couches et qu'après on gardait un peu l'essentiel. J'ai vu un peu en tout cas le dépouillement. Voilà. C'est complètement ça, c'est enlever tout jusqu'à la trame, jusqu'à l'essence même de la structure du bois. Ouais. D'accord. C'est Saint-Exupéry, alors c'est en toute modestie, mais il y a une citation que j'aime bien qui dit « La perfection est atteinte non pas quand il ne reste plus rien à ajouter, mais quand il reste plus rien à enlever ». Et c'est souvent le point où je décide de m'arrêter, quand il y a normalement plus rien à enlever. Et vous, alors Nils et Adrien, est-ce que dans votre travail aussi, vous avez cette démarche où vous enlevez, et il y a un moment donné où vous allez vous arrêter quand il n'y aura plus rien à enlever? C'est tout à fait ça. Moi, je parle aussi de d'érosion, en fait. On retire la matière, juste ce qu'il faut.
Et moi, j'essaie de conserver également les défauts naturels du bois. Donc, je compose avec ça. Donc, il y a certaines sculptures, je vais ôter très peu, puis d'autres un peu plus. Mais il y a toujours une obligation pour moi de garder un maximum de matière. Mais faut pouvoir en enlever de toute façon pour faire sortir une forme, pour faire de la création. Et D'accord. Et vous, Adrien? Oui, alors tout à fait. De toute façon, quand on travaille le bois, on part d'un tronc. Donc, si on veut en faire quelque chose, il faut fatalement enlever de la matière. Et donc, comme le disait Pascal, le bon moment pour s'arrêter, c'est le moment où on n'a plus rien à enlever. C'est le moment où si on enlève encore quelque chose, l'œuvre s'écroule ou l'instrument ne peut plus jouer, par exemple. Et oui, c'est ça. Il y a quand même une précision finalement dans votre travail, dans la manière du geste finalement, de s'arrêter aussi, enfin à différents niveaux. Bah, c'est toujours ça. C'est la création, elle commence par la forme, et la forme, elle doit être entre guillemets parfaite. Et parfois, ça, c'est enlever un petit peu plus dans une courbe. Et puis, si on enlève un petit peu trop, bah, il faut reprendre toute la courbe, il faut reprendre toute la forme générale. Et c'est trouver cet équilibre-là. Et à chaque fois, c'est enlever juste ce qu'il faut au bon endroit. Et c'est d'autant plus complexe que le bois, on peut retirer de la matière, mais en rajouter, on peut pas. Donc c'est là que le jeu est intéressant. On a cet inconvénient par rapport aux céramistes qui peuvent toujours rajouter de la terre. Voilà. C'est one shot, on va dire, presque. Exactement. Et j'avais aussi envie de vous poser cette question, finalement, ce travail qui est quand même de longue haleine, où je vous imagine quand même un peu isolé, c'est-à-dire un peu extrait. Je le relie encore une fois à quelque chose d'assez spirituel, finalement. Et je reviens sur ce que je disais aussi tout à l'heure, sur le fait que c'est un matériau aussi qui est vivant. On sait que les arbres communiquent entre eux. Et depuis des millénaires, enfin, ils existent et communiquent entre eux bien avant nous. Et je me dis de quelle manière aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous accueillez dans vos mains, en tout cas, un bout de bois qu'on pourrait vulgairement appeler d'un bout de bois, de quelle manière en fait cet être vivant va se révéler à vous? Et est-ce que vous avez aussi une expérience où vous avez le sentiment peut-être qu'il vous parle, qu'il vous dit des choses et qui vous donne peut-être aussi même une mission un éclairage sur peut-être quelque chose à montrer, à dire, puisque vous avez à la fois des spectateurs, des gens qui vont regarder ou utiliser même vos œuvres? Alors, quand je colle mon oreille contre un bout de bois, en général, j'entends pas grand-chose. Si j'entends du bruit à l'intérieur, c'est qu'il y a des xylophages et c'est pas bon signe. Donc, je suis très terre à terre sur ce côté-là. Par contre, ce qu'il a raconté et qui s'entend pas mais qui se voit, c'est toute son histoire. Et toute l'histoire qu'il a enregistrée au fil de 50 ans, 60 ans, j'ai travaillé chez des arbres qui avaient plus de 300 ans. Et toute cette histoire qui est enregistrée dans les cernes, qui vont donner un motif qui est vraiment caractéristique d'un individu. Tout à l'heure, tu parlais d'individu, c'est vrai, enfin, d'un être vivant particulier qui a eu une vie particulière dans un terroir, dans une forêt, avec une gestion de la forêt, avec une exposition au climat. Et dans l'aspect communication, ou dans ce que mon travail, j'ai l'impression, donne à voir, c'est aussi montrer l'histoire des arbres et, par exemple, sur les dernières années, comment les arbres souffrent du réchauffement climatique. Et ça se voit vraiment de manière très, très concrète dans la manière dont la croissance ralentit. C'est ça qui est intéressant avec le bois, c'est que quand bien même on travaille la matière, elle reste à l'état naturel qu'elle avait dans le tronc de l'arbre. C'est-à-dire qu'on voit toujours sa structure, on voit les cernes qui suivent le contour du tronc. La matière reste telle qu'elle était à l'origine. Et du coup, on peut la lire, on peut voir vraiment... on peut voir où est-ce qu'il a vécu. Enfin, la dendrochronologie peut nous permettre de savoir d'où viennent les arbres, à quelle époque ils ont poussé, et nous dire qu'est-ce qui se passait à cet endroit-là, à ce moment-là. Un peu comme des archéologues. C'est ça qui est vachement intéressant. Nils Sorm aussi, vous, par rapport à ce que vous dites aussi, Adrien, vous avez écrit pour que le bois ne perde pas de son identité, je conserve ses marques laissées par le temps. Ces particularités font partie intégrante de mes sculptures.
Alors, c'est vrai que quand, moi je travaille principalement avec des pièces de bois brut, enfin des billes entières, et quand on regarde le tronc à l'extérieur, en fait, on voit pas forcément grand-chose. C'est qu'une fois le tronc ouvert, qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir, alors des défauts naturels, c'est comme ça qu'on les appelle, et il y en a certains qui sont magnifiques, et puis d'autres un peu plus disgracieux. Donc après, mon travail consiste à conserver ces défauts naturels et puis de les mettre en valeur après, durant la construction de la forme. Ça me fait penser finalement à un travail d'orfèvrerie, un travail aussi où on va, par exemple, magnifier les pierres précieuses. Il y a ce côté-là finalement. Est-ce que dans le bois que vous travaillez, est-ce que parfois, est-ce qu'on peut dire, alors je vais poser la question autrement, est-ce que vous pensez que le bois est capricieux, peut-être capricieux? Alors, clairement, en fonction des conditions dans lesquelles il a poussé, on peut avoir des bois très capricieux. Il y a par exemple le frêne, qui est un bois très nerveux. On coupe une planche et d'un seul coup, la planche éclate parce qu'il y a plein de tension à l'intérieur. Et ça se voit pas. C'est comme disait Niels, moi aussi j'achète des grumes entiers, donc des troncs. Effectivement, on les choisit en voyant les deux extrémités sur un tronc qui fait 10-15 mètres de long. Et puis, quand on commence à le débiter, à un moment donné, on a des surprises, bonnes ou mauvaises. Parfois, il y a de la tension qui est liée à sa croissance, à son histoire, mais qui n'était pas visible. Et d'un seul coup, le bois éclate. C'est toujours surprenant. Donc, parfois, oui, ça peut être un peu capricieux. Puis parfois, il y a des défauts à l'intérieur qu'on n'avait pas anticipés et puis avec lesquels on décide de travailler ou pas. Niels, je me tourne aussi vers vous pour vous présenter aussi à nos auditeurs. Donc vous venez de la région parisienne. Vous avez travaillé pendant une vingtaine d'années comme dessinateur-projeteur et passionné par le sport et par la nature. En fait, en 2001, vous décidez de venir vous installer en Savoie, d'abord dans les Bauges, et aujourd'hui vous êtes en Chartreuse. Et en 2019, vous vous lancez dans la sculpture sur bois. Vous remportez des prix également, certificat de mérite artistique Luxembourg Art Prize et d'autres. Voilà. J'ai été aussi, j'ai bien regardé aussi votre travail aussi et celui de Pascal, puisque je me suis dit tiens, qu'est-ce qui les différencie? Alors bien sûr, j'ai vu des différences, mais j'allais dire quel regard aussi vous portez sur votre travail. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, puisque finalement vous vous attachez beaucoup aux formes parfois même inconnues. Moi, j'ai l'impression aussi, j'ai vu des totems dans votre travail, avec notamment un jeu sur la lumière, mais qu'on retrouve aussi chez vous aussi, artiste ici. J'avais envie de dire quelle approche en fait vous avez avec votre travail. Alors, disons que je suis très observateur. Quand je me promène en forêt ou en montagne, je vais observer les moindres détails d'une roche, d'un coquillage, d'un bout d'écorce, et ça va créer en fait en moi des images que je vais transposer avec des idées, des formes. Tout ça va conjuguer et puis se donner après une sculpture. Et comme j'ai l'esprit très créatif, en fait, grâce à toutes ces inspirations naturelles, je fais souvent des sculptures, mais tout le temps différentes. Voilà, je vais créer des sculptures des fois par famille, mais j'ai besoin de m'évader et de toujours imaginer de nouvelles formes, toujours avoir de nouvelles créations à proposer et puis à montrer aux gens. Alors, vous exposez en ce moment à Divonne ? À Divonne-les-Bains, oui, actuellement. L'exposition se termine le week-end qui arrive. Alors dans ce qu'on peut voir, en tout cas dans ce que j'ai pu percevoir à distance, puisque j'ai pas eu la chance d'y aller, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup aussi de sculptures en lien avec la nature qui pourraient exister finalement dans la nature, qu'on reconnaisse ou pas. J'ai vu des feuilles, j'ai vu
En tout cas, vous parlez d'inspiration naturelle. Après, oui, c'est vrai que ce sont des inspirations naturelles. Il y a beaucoup de formes liées aux arbres, aux feuilles, aux herbes qui poussent, et puis aussi à la dynamique de certains végétaux. Et ça, j'essaie de le retranscrire après sur le bois. Enfin, d'abord sur papier, puisque c'est très rare quand je sculpte directement sur le bois. Toujours une esquisse en fait avant pour pouvoir préparer la forme, et puis surtout de pas gaspiller, endommager le bois après lors de l'usinage. Alors Pascal, j'ai vu donc vous faites aussi pas mal de choses en art de la table, en luminaire aussi. Ouais, j'ai effectivement alors en art de la table, un petit peu, mais c'est plutôt sur des coups de cœur en fait. À la demande de certains chefs, il y a certains chefs dont le travail en tant que chef me plaisait beaucoup. Ça a commencé par Alain Ducasse. Et il y a un autre chef qui travaillait d'ailleurs dans l'équipe d'Alain Ducasse, qui est Romain Méder, qui maintenant a son propre restaurant. Et alors, en même temps, il est né à 5 km de mon village d'origine, donc ça crée une connexion déjà. Et puis j'aime beaucoup sa démarche de création culinaire, ce qu'il fait à manger, et puis la manière dont il le fait, les choses très végétales. Et donc quand il m'a proposé, quand il m'a demandé est-ce que vous pourriez faire des choses fonctionnelles, ce qui est vraiment pas ce que je fais habituellement, effectivement j'ai fait quelques petits objets pour son restaurant, c'était un très grand plaisir. Et il y a un chef en Haute-Savoie avec lequel je suis en contact actuellement, il y aura peut-être des choses qui se feront aussi, mais c'est vraiment sur le coup de cœur. C'est vrai qu'en général mes pièces ne sont pas fonctionnelles. Il y a plein d'autres tourneurs qui font des pièces fonctionnelles très bien et qui le font très bien. Alors en fait, je revenais vers vous parce que je repensais en fait à certains objets pour moi qui étaient dans la catégorie entre guillemets art de la table, où il y avait quand même des jeux de transparence, et je pensais aussi au travail de Niels où il y a aussi des vrais jeux de transparence. Donc avec l'utilisation en fait de ce jeu de lumière, ces jeux de lumière. Donc j'avais aussi envie de vous entendre par rapport à ça. Alors, oui, je t'en prie, vas-y, Pascal. Non, mais c'est vrai que très souvent, les gens m'ont demandé, vous avez pensé à mettre de la lumière dans vos pièces avec cette transparence? Et donc, j'ai commencé à faire du luminaire. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à apporter quelque chose avec la lumière sans dénaturer l'objet. C'était pas en faire un objet purement fonctionnel, mais rajouter un petit plus, rajouter un petit quelque chose par la lumière. Donc, le but du jeu, c'est pas de faire de l'éclairage, mais c'est de mettre en valeur la transparence, de mettre en valeur le veinage, de le donner à voir sous un autre angle. Oui, parce que effectivement, et en même temps, on s'aperçoit que selon la disposition, par exemple, de l'objet, de la sculpture, la lumière, peut donner toute sa dimension finalement à la sculpture et à l'objet. Je pense aussi à votre travail, Niels. En fait, c'est vrai que il y a le travail de la forme, et puis après il y a la texture qu'on peut apporter sur le bois, texture plus ou moins on va dire prononcée. Ensuite il y a une importance, c'est la lumière, et même quand je travaille toujours à lumière rasante, et c'est ce qui me permet en fait de progresser sur la sculpture et de m'arrêter quand il faut et de pas trop en rajouter. Alors, on va marquer la deuxième pause musicale avec André Manoukian, et on se retrouve tout de suite après. On positif sur Radio Grand Lac 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. C'est vraiment très joli, hein. C'est vraiment très joli. Merci beaucoup Adrien Bernard Raymond pour ce petit air musical, cette composition avec un instrument dont vous en êtes l'auteur. Je disais tu jusqu'à présent, maintenant je dis vous, c'est comme ça. Je suis très régulière dans mes.
Alors, en fait, Adrien, tu es luthier à Ruffieux. À Ruffieux, oui. Depuis 2016. Oui. Donc, après quelques années dans le monde des arts graphiques, tu t'es tourné vers la fabrication de guitares et tu as entamé une formation de luthier à l'Esprit du Bois à Cluny. Qu'est-ce qui t'a fait basculer? Alors en même temps, quand on voit tes guitares, on voit ce côté très graphique. Oui. Voilà, pour vous, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas les guitares d'Adrien Bernard Raymond, elles sont très graphiques avec l'utilisation de bois très différents aussi selon. Mais ça viendra après. Donc peut-être ma première question, c'était comment vous avez basculé finalement Eh bien, oui. Donc j'ai commencé après mon bac, j'ai fait une formation en art graphique à Chambéry et j'ai travaillé quelques années en tant qu'illustrateur. Et puis je suis arrivé à un moment de ma vie où il fallait que je change de profession pour diverses raisons. Et en fait, le déclic pour la lutherie, ça s'est fait à l'époque. J'habitais à Lyon et avec ma compagne, on est allé visiter. Il y avait les Journées du patrimoine. On est allé visiter un atelier d'un luthier violon. Et j'ai été complètement fasciné par le travail qu'il nous expliquait, les outils qu'il utilisait et voilà ce qu'il arrivait à faire avec un bout de bois. À l'époque, j'avais jamais touché un bout de bois. Et donc voilà, quelques temps plus tard, l'idée m'était restée un peu derrière la tête et je me suis dit, mais en fait, je jouais de la guitare déjà un peu en amateur depuis pas mal de temps. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'aimerais faire en fait, fabriquer des instruments, travailler le bois. Et donc j'ai cherché une formation et puis j'ai trouvé cette formation à l'Esprit du Bois à Cluny avec Pascal Kranga qui m'a... Ouais, Pascal Kranga qui est un grand, enfin qui est connu dans le milieu parce qu'il est un expert dans le domaine des bois, et dans la sélection des bois. Ouais. Voilà, donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a encouragé, C'est une formation en fait qui se fait en combien de temps? Alors c'est une formation qui est à la carte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent y aller pour se faire leur propre guitare et ils y vont juste pour faire une guitare et puis ils repartent chez eux avec leur instrument. Ou on peut y passer plus de temps, faire plusieurs instruments et c'est ce que j'ai fait donc pour ensuite pouvoir me lancer professionnellement. Et vous faites que des guitares électriques? Alors oui, en ce moment je fais que des guitares électriques. J'ai fait quelques guitares acoustiques, notamment pendant ma formation. Mais je me suis vraiment spécialisé dans la guitare électrique parce que c'est avec cet instrument que je peux vraiment développer ma créativité justement au niveau graphique. C'est-à-dire qu'une guitare acoustique, on est quand même beaucoup plus contraint au niveau de la forme et au niveau des caractéristiques acoustiques justement de l'instrument. Alors qu'une guitare électrique, on va avoir un peu plus de liberté en ce qui concerne la forme et le travail du bois, de la sculpture, de recherche des lignes et tout ça. Et les couleurs aussi. Est-ce que j'allais vous poser la question, contrairement par exemple à une guitare ou un instrument qui est creusé ou où il y a une caisse de résonance finalement, là vos instruments, il n'y a pas ça? Non, là mes instruments sont pleins à quelques exceptions près. Mais les instruments que je les vide pour gagner du poids, pas vraiment pour une question de sonorité. D'accord. Et le fait que, est-ce qu'il y a des différences ou des nuances selon le bois que vous utilisez dans le jeu? Alors ça, c'est un grand débat qui a lieu au sein de la communauté des luthiers et des guitaristes. Je crois qu'il y a une influence du bois sur le son. En tout cas, en guitare acoustique, c'est à peu près sûr. En guitare électrique, je pense qu'elle existe aussi, mais est-ce que l'influence est suffisamment grande pour qu'elle puisse être entendue? Et est-ce qu'elle peut être vraiment entendue de manière objective? C'est moins sûr. Et est-ce qu'elle est perçue par les musiciens? Ouais, c'est ça. Est-ce que le ressenti est différent? Le ressenti, c'est justement
le problème, c'est que c'est justement un ressenti, que c'est pas forcément objectif. Mais là, on est encore dans le domaine on va dire, du subtil ou de la foi même. C'est ça. Il y a justement ce débat. Enfin, il y a quelque temps, j'étais à un endroit au Mans qui s'appelle l'ITEM, qui est l'Institut européen de recherche sur les métiers de la musique, enfin, l'acronyme. Et on parlait justement des croyances dans le domaine du bois, et pourquoi les Stradivarius sont des Stradivarius, ou pourquoi les archets de violoncelle sont en Pernambouc, et pourquoi c'est soi-disant meilleur. Et les gens qui sont là-bas sont des scientifiques et disent, mais en fait, à l'aveugle, il casse un mythe, mais il dit, voilà, à l'aveugle, un Stradivarius ou un violon plus récent, en fait, on peut chercher le secret du Stradivarius pendant des années, on ne le trouvera jamais, parce qu'il n'y en a pas au-delà de la croyance. Voilà. Mais les gens sont tellement persuadés que les Stradivarius sont extraordinaires, que par principe, ils sont extraordinaires. Ou que les archers de Pernambouc, on peut les faire que en Pernambouc, alors qu'il dit, il y a plein d'autres bois qui pourraient convenir, mais il faut passer au-delà du côté émotionnel, intuitif, et pas objectif. Et la tradition a un poids absolument colossal en ce qui concerne la lutherie, alors surtout la lutherie violon, mais la lutherie guitare aussi. D'ailleurs, il y avait eu des études qui ont été faites par un groupe de recherche qui s'appelait, je crois, le Leonardo Guitar Research Project, qui avait fabriqué, je crois, une dizaine de guitares classiques, donc acoustiques, en bois différents. Il y avait une guitare qui était fabriquée en bois exotique, qui était donc les bois traditionnels pour cet instrument-là. Donc c'était en palissandre et en acajou pour le manche. Et les autres modèles étaient fabriqués en bois locaux. Donc il y avait du frêne, il y avait du noyer, du chêne, du buis. Enfin, voilà. Et donc ces guitares ont été jouées devant un public qui avait les yeux bandés. Et ensuite, on leur a demandé s'ils avaient pu reconnaître la guitare qui était faite en bois exotique et quelle guitare ils avaient préférée. Et les réponses n'ont pas pu mettre en évidence le fait qu'on puisse reconnaître la guitare en bois exotique, ni qu'il y en avait une qui avait été préférée par un plus grand nombre de personnes. Et ils ont refait le même test avec le public les yeux ouverts. Et là, évidemment, tout le monde a préféré la sonorité de la guitare en bois traditionnel. Oui, mais là, vous voulez nous casser notre rêve. Oui. Alors, je sais pas ce que vous cherchez, là, franchement, entre vous et Pascal, merci. Non, mais après... C'est le côté scientifique. Oui, c'est ça, c'est votre côté scientifique. Moi, après, on peut effectivement aussi imaginer qu'il y a quand même une communication invisible, ou en tout cas des perceptions invisibles, qui existent aussi peut-être, mais au bout d'un moment, enfin, je veux dire, avec... là, effectivement, c'est des gens qui connaissent pas forcément l'instrument, qui connaissent pas forcément, qui ont un rapport encore différent. Voilà, ce que vous, je me sens obligée de vouloir défendre un petit peu un autre point de vue, mais je crois, en tout cas, après c'est une croyance, mais il me semble qu'on peut quand même imaginer que ce bois vivant aussi peut nous raconter quand même des choses, nous dire des choses et en tout cas raisonner de manière différente. Alors oui, peut-être pas pour le comment dire, quand on est un peu éloigné ou quand on a un rapport un peu éloigné par rapport à l'objet. Mais il me semble que quand on travaille, quand on passe du temps avec, je vois pas comment, en fait, ce matériau vivant ne peut rien dire et ne rien nous laisser entendre. Je pense que c'est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une connexion avec la matière et la matière est différente. Il n'y a qu'à voir la guitare d'Adrien. Enfin, pendant la pause musicale, on l'a regardé, on a admiré le dos en frêne, enfin en érable blondé, et puis les touches en cormier. Donc ça, cette connexion, elle existe vraiment. Mais tout à l'heure, vous parliez de l'état de la forêt, de la préservation de la forêt. L'idée de dire qu'on peut travailler aussi avec d'autres matériaux, avec des bois qui sont peut-être un peu moins nobles, ça va aussi dans le sens de dire, c'est pas la peine d'aller chercher des bois exotiques à l'autre bout du monde, alors qu'on peut trouver des bois qui, acoustiquement et même émotionnellement, vont donner les mêmes qualités, les mêmes rendus, sans être obligé d'aller chercher quelque chose à l'autre bout du monde. Oui, c'est ça. Je pense que c'est intéressant, au contraire, d'avoir une diversité territoriale dans la fabrication des instruments qu'on fait ou des œuvres que les artistes produisent. Parce que ce qui se passait jusqu'à maintenant et qui commence un peu à changer, c'est que toutes les guitares étaient faites de la même manière, avec les mêmes essences de bois. Et au final, on finissait par avoir qu'un seul modèle de guitare où qu'on se trouve sur la planète. Et je trouve ça vraiment un dommage de pas justement exploiter les ressources qu'on a près de chez nous
quitte à avoir des guitares qui sonnent différemment en France que comme elles sonnent aux États-Unis ou en Asie. Et voilà, ça peut que diversifier le panel des instruments. C'est cet avantage énorme qu'on a à travailler le bois tous les trois, c'est qu'on va tous se fournir localement à aller chercher du bois en chartreuse ou à avoir cet attachement à quelque chose de local, qui est caractéristique d'un territoire. C'est quand même très intéressant. Oui, Nils, moi j'avais été aussi marquée par ce que vous avez dit sur l'érosion. L'érosion est un phénomène qui sculpte parfois la roche ou les paysages de façon surprenante. Et cette prouesse de la nature me fascine. Et dans cette érosion, j'y voyais aussi par rapport aussi à ce qu'on a dit, par rapport à ces bois qui vivent là ou ailleurs finalement. Aussi, de quelle manière cette érosion aussi, elle nous touche pas aussi. C'est vrai, le temps va faire son œuvre sur la pierre, sur le bois. Ça va créer des formes aléatoires et parfois très esthétiques. Ça, c'est pour ça que j'utilise aussi ce terme quand je parle de mes sculptures. J'aime bien en fait travailler la matière, mais comme si un peu il se passait des siècles en fait sur le bois, et qu'ensuite ça donnerait un rendu vieilli et puis plus naturel que s'il y avait eu que la main de l'homme en fait dessus. Je me retrouve complètement là-dedans. C'est ça qui m'a conduit à faire le sablage en fait historiquement. Je trouve que quand on se promène ici en montagne, ça se voit. Quand on monte un peu en altitude, on voit des vieux troncs qui sont complètement lessivés, blanchis, ou des bardages sur des vieilles granges où les bois ont été complètement creusés, qui ont des couleurs extraordinaires. Il y a 2-3 semaines, j'étais en Haute-Savoie, il y avait un vieux bâtiment qui était recouvert de tavaillon et qui avait été tellement usé que toutes les veines, à la fin, en fait, ça donnait de la dentelle, un peu comme je la travaille. Et c'est en essayant de reproduire ce genre d'effet-là que j'étais arrivé à ce principe-là. Donc je me retrouve tout à fait dans l'effet de la nature sur le bois. C'est de l'érosion naturelle et nous, parfois, on essaie de la reproduire ou de l'accélérer, mais c'est complètement ça. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, Adrien, que vos guitares, en fait, que même vous pouvez imaginer en fait une guitare qui va finalement, qui aura un aspect différent dans le temps? Ah bah oui, alors ça c'est complètement quelque chose qui existe déjà d'ailleurs, parce que si on regarde une mode qui est assez répandue maintenant, c'est de vieillir faussement les guitares neuves. Ça s'appelle le reliquage, pour faire croire que c'est une guitare qui a été jouée pendant des dizaines d'années. Et donc c'est assez amusant. Moi je pratique pas ça parce que je préfère que mes guitares soient vraiment jouées et qu'elles s'usent en étant vraiment jouées. Mais oui, la transformation de l'instrument et de la matière au cours du temps est quelque chose qui fait partie de l'objet lui-même. Ouais. Et vous, sur vos sculptures, est-ce que vous imaginez aussi au démarrage une sculpture qui finalement prendra sa maturité ou sa réelle, comment dirais-je, ce que vous souhaitez en fait créer dans le temps. Enfin, je m'exprime mal, hein, mais il y a qu'une, si vraiment une sculpture, pour moi, pouvait vieillir dans le temps, il faudrait mettre la sculpture est soumise au cas de vent, à l'extérieur. Sinon, une sculpture une fois dans un intérieur, en fait, elle peut pas vieillir. Il y aurait qu'à l'extérieur où elle pourrait en fait se patiner. Mais on peut imaginer que vos sculptures soient à l'extérieur. Je suis en train de travailler dessus parce que justement, il y a des demandes pour pouvoir exposer des sculptures à l'extérieur, et ça, je commence à essayer de mettre un processus pour pouvoir essayer de conserver le bois, mais qui ne vieillisse pas trop rapidement non plus, quoi. Il y a très longtemps, quand j'ai commencé, justement, j'essayais de reproduire ces effets de le mélèze qui est complètement argenté avec des années. Et donc j'ai une pièce qui vieillit sur un toit chez moi depuis à peu près 20 ans, que je tourne régulièrement. Au début, j'essayais d'accélérer, et malheureusement, l'accélération chimique, tout ce que j'ai pu essayer, marchait pas par rapport à ce qu'on obtient dans la nature.
Donc ça me fait penser quand même à cette citation qui vous est chère, de Paul Valéry. Ouais, l'arbre, c'est le temps rendu visible. On se retrouve tout de suite après et on en rediscute. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre dans l'épicerie culturelle du territoire. Aujourd'hui, le thème de l'émission de la forêt à l'art contemporain. Je suis donc toujours avec Niels Orme, Pascal Houdet et Adrien Bernard-Raymond. Nous parlons du temps qui passe sur le bois, des caprices aussi du bois, de la richesse qui nous donne à vivre et à comprendre aussi certaines choses, avec aussi quand même une discussion philosophique, en tout cas à réfléchir, qui est finalement, est-ce que le bois aussi nous donne à entendre, je sais plus trop comment le dire, donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas à réfléchir à sa dimension aussi de ce que le bois nous communique. Juste avant la pause musicale, on a entendu cette citation de Paul Valéry qui est l'arbre, c'est le temps rendu visible. Merci Pascal Houdet, je pédale. L'arbre, c'est le temps rendu visible. Alors, pour quelle raison vous avez été touché en fait par cette citation par rapport à votre travail ? Parce que je pense qu'elle correspond vraiment bien, et je dis souvent que mes pièces, c'est des histoires d'arbres rendus visibles. C'est-à-dire que la mise en valeur du veinage telle que je la pratique par cette érosion dont parlait Niels, cette érosion, elle va vraiment mettre en valeur les cernes, et les cernes retracent toute cette histoire d'arbre. Donc, cette histoire d'arbre, quand on regarde mes pièces, on peut la lire ou essayer de la comprendre ou se la faire expliquer. Et ça, du coup, ça correspondait bien avec Paul Valéry. Niels, vous aviez été sensible avec une autre... Vous aviez une autre citation ? Oui, moi j'ai une citation de Carlo Goldoni, qui est un dramaturge italien, enfin qui était. Donc la citation, c'est « La nature est un professeur universel et sûr pour celui qui l'observe ». Donc ça me correspond, je pense parfaitement. Et puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la nature, on voudrait apprendre, parce qu'il y a quand même une déconnexion avec le monde actuel, qui nous perturbe un petit peu. Moi j'ai eu la chance depuis tout petit de vivre en lisière de bois, de forêt, et donc j'ai une connexion assez forte avec la nature. Mais quand on est citadin, c'est plus compliqué, et je pense qu'on est moins observateur, on apprend moins de la nature automatiquement, quoi. Et vous étiez finalement assez proche d'Adrien, de celle que vous aviez trouvée aussi. Oui, moi c'est une expression qu'emploient souvent les gens qui travaillent le bois, qui est le sculpteur travaille avec le bois, mais c'est la nature qui guide sa main. Parce que c'est clair que le bois est un matériau qui est vraiment fascinant, parce que on peut vraiment faire ce qu'on veut avec du bois. Il y a un panel d'essences différentes qui ont des caractéristiques différentes qui nous permettent vraiment de le travailler comme on veut. Mais si on veut lui faire ce qu'on veut, il faut quand même le caresser dans le sens du poil et le raboter dans le sens du fil. Il faut savoir l'écouter. Oui. Voilà, il faut le travailler dans le bon sens pour qu'il puisse ensuite se plier à nos envies. Bon, c'est en tout cas une belle manière de conclure cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On a quand même des dates à vous suggérer pour rencontrer ces artistes, rencontrer leurs œuvres. Alors bien sûr, ils sont présents sur les réseaux sociaux, mais aussi il y a des expositions dans l'air, en tout cas. Adrien. Oui, alors moi je vais être exposant au Guitar Expo de Lyon le 18 et 19 mai. Donc ça se passe à l'espace 104 à Rieux-la-Pape. D'accord. Donc après, je pense que sur les réseaux sociaux, vous allez mettez les informations. Niels. Alors c'est pas forcément une exposition, c'est j'ai participé pour la fête de la Chartreuse à la conception des 7 podiums pour les 7 étoiles qui seront réunis le 18 mai au soir.
Et donc ça, c'est un événement qui sera projeté également sur l'église Saint-Bruno. Voilà, donc, et puis vous exposez quand même jusqu'à la fin de la semaine à Divonne. Jusqu'à demain, en fait. Ah, jusqu'à demain. Voilà, ok. Ben, on a encore le temps, Et vous, Pascal? C'est un petit peu plus lointain. J'ai la chance d'avoir été invité par l'auteur très connu de bande dessinée, Jean-Marc Rochette, qui ne fait pas que de la bande dessinée, qui va ouvrir une galerie à Grenoble. Et il m'a invité à exposer des pièces donc, à partir de juin et puis de manière plus importante à partir de septembre. Place Notre-Dame à Grenoble. C'est un lieu magnifique que j'ai visité la semaine dernière et j'espère pouvoir présenter des jolies pièces. Ça promet un bel événement. Bel événement. Merci, en tout cas, un grand merci à vous d'être venu, d'avoir partagé avec nous, avec nos auditeurs de l'épicerie culturelle de Radio Grand Lac. Merci à vous, tous nos auditeurs, de nous suivre. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver le podcast sur le YouTube de la radio et n'oubliez pas, maintenant vous pouvez aussi télécharger l'application de Radio Grand Lac et vous pouvez du coup nous écouter partout et quand vous voulez. À très bientôt. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez. Radio Grand Lac.